Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur un sujet, enfin des sujets d'actualité légaux au niveau de la formation professionnelle. Donc, nous avons la chance de partager cette heure de webinaire avec Sabrina Dougados, qui est avocate associée au sein de Littler France et qui va nous partager les dernières, on va dire, infos actu chaudes de fin d'année sur ce qui va concerner les entreprises, les salariés, voilà, et l'ensemble donc de l'écosystème de la formation professionnelle. Je suis Elodie Lombardo, moi je suis la directrice d'Igencia Pro Academy, qui est l'organisme de formation du groupe Igencia Éducation, et j'accompagnerai Sabrina pendant toute cette heure de présentation. On se gardera des questions-réponses sur la fin de la présentation. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, et comme ça, moi, ça me permet de toutes les noter et de pouvoir interagir avec Sabrina. Et pendant la présentation, il y aura également des sondages pour voir un peu justement comment ça se passe dans vos structures respectives. Sabrina, c'est à toi. Merci Elodie. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'intervenir sur ce format, effectivement, pour vous commenter une actualité assez passionnante quand même, parce qu'on a une belle loi senior, je la dénomme de façon un peu raccourcie, qui a été effectivement adoptée tout récemment par le Parlement et donc publiée au journal officiel, et donc qui est entrée en vigueur le 26 octobre dernier, et qui change quand même un peu les lignes sur un certain nombre de dispositifs RH, à commencer par les entretiens professionnels, qui sont renommés entretiens de parcours, mais qui changent aussi les dispositifs d'accès à la formation, au soutien des transitions professionnelles, et également dans l'intérêt des seniors. Donc on fera un focus un peu plus détaillé sur les dispositifs qui concernent les seniors. Et enfin, on terminera par le compte personnel de formation. Alors, le CPF n'est pas concerné par cette loi senior du 24 octobre dernier. En revanche, le compte personnel de formation est arrivé quand même à un niveau de maturité qu'il faut quand même souligner, d'un point de vue, on va dire, dans son corpus juridique et opérationnel, du côté de la Caisse des dépôts et consignations. Pourquoi je le dis de cette façon-là? Parce qu'on a un tout récent décret qui a été publié début décembre, et qui vient parachever la logique de co-investissement, on va dire, autour du CPF, et qui est donc finalement assez incitatif pour les entreprises qui souhaitent développer des politiques d'abondement sur le CPF. Et c'est vraiment un texte qui est peut-être passé inaperçu, mais qui n'est pas neutre. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui vient, je vous le disais, parachever le dispositif, parce que il s'inscrit dans le prolongement de mesures réglementaires qui ont déjà été adoptées. Le premier d'entre eux étant notamment ce décret d'avril 2025, qui est venu permettre un fléchage des abondements souhaités notamment par les entreprises sur des formations de leur choix. Voilà. Donc, au menu de ce webinaire, pas mal de sujets juridiques. L'idée étant de rester le plus pratico-pratique possible. Le webinaire n'est pas fait pour des experts juridiques, donc je vais essayer d'être la plus claire et pragmatique possible. Alors, cette loi, je vous le disais, la loi senior, un peu court quand même la façon de la désigner, elle s'intitule exactement « Portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social ». Pour la petite histoire, cette loi est donc venue transposer des ANI qui avaient été préalablement négociés par les partenaires sociaux en juin dernier, et qui effectivement vient transposer finalement l'intention des partenaires sociaux de façon plus ou moins fidèle en fonction des sujets. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette loi est donc de plein effet et est entrée en vigueur au lendemain de sa publication au JO, donc 26 octobre dernier. Et globalement, l'ensemble des dispositions sont applicables depuis cette date, sauf de façon spécifique pour les entreprises qui sont couvertes par un accord collectif, quel que soit le niveau de négociation de l'accord, branche, groupe ou entreprise, sur les entretiens professionnels. J'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous êtes couvert par un accord qui prévoit déjà des modalités d'adaptation, notamment de la périodicité des entretiens professionnels, eh bien la loi laisse 1 an jusqu'au 1er octobre 2026 pour les négociateurs des accords concernés, pour leur permettre de réviser leur accord. S'ils l'ont révisé entre-temps, eh bien évidemment, très bien, c'est le nouvel accord qui s'appliquera. Si la négociation n'a pas été rénovée et ou que l'accord n'a pas pu être conclu dans le délai imparti, eh bien, à partir du 1er octobre 2026, c'est les dispositions de la loi qui s'appliqueront de plein effet.
Mais c'est vrai que là, pour ces entreprises-là, et j'insiste un peu parce qu'en pratique, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui couvertes par un accord dérogatoire sur les entretiens professionnels, eh bien, effectivement, vous êtes un peu soumis à une période transitoire pendant laquelle vous continuez à appliquer les dispositions de l'accord jusqu'au 1er octobre 2026. Un autre dispositif qui n'est pas applicable tout de suite, mais pour pas dire après-demain quand même, c'est le dispositif de reconversion professionnelle, puisque ce nouveau dispositif d'accès à la formation entrera en vigueur au 1er janvier prochain, sous réserve d'ailleurs que les 2 décrets d'application entrent en vigueur. Ce qui devrait être le cas de façon incessamment sous peu. Alors, s'agissant des entretiens de parcours professionnel, je vous le disais, c'est pas que de la cosmétique. Les entretiens professionnels sont renommés de la façon suivante. Entretien de parcours professionnel, c'est encore un peu plus long à dénommer, on va dire. Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille d'effectif, et tous les salariés sont éligibles à ces types d'entretiens, quelle que soit la forme de leur contrat de travail. Donc, sont notamment concernés les alternants, contrat de pro, contrat d'apprentissage, les CDD de droit commun, quelle que soit la forme en réalité et la nature du contrat de travail, tous sont concernés. J'aurais envie de vous dire de façon un peu rapide, ne sont pas concernés dans vos effectifs les stagiaires de la formation initiale, puisqu'ils sont stagiaires, ainsi que par exemple les intérimaires ou des salariés que vous accueillez dans le cadre d'une mise à disposition, puisque pour ces dernières catégories de personnel, c'est leur employeur d'origine qui doit évidemment assurer ses obligations. La principale nouveauté introduite par la loi du 24 octobre, c'est de modifier la périodicité dans un sens plus favorable aux entreprises, puisqu'on passe de 2 à 4 ans. Donc, on détend la pression, on détend effectivement la récurrence de ces entretiens sur une période plus longue. D'accord ? Et ce passage de 2 à 4 ans va s'appliquer à compter du dernier entretien réalisé pour le stock, si j'ose dire, des collaborateurs que vous avez déjà dans vos effectifs. Voilà. Donc, concrètement, pour les délais qui ne sont pas expirés au 26 octobre, depuis le 26 octobre dernier, date d'entrée en vigueur de la loi, eh bien, on les allonge à due proportion de la durée nouvelle qui reste à courir. Et donc, en gros, on fait un +2. Voilà. Alors, faites attention, faites pas un +4. Vous ne vous retrouviez pas à organiser les entretiens récurrents à 6 ans, parce que c'est bien au final tous les 4 ans qu'il faut les organiser. Donc, il faut bien faire +2 en ajoutant 2 ans au regard effectivement du dernier entretien que vous aviez organisé. Donc de ce point de vue-là, il est évident que la loi est plus souple. La loi est plus souple avec effectivement… Excuse-moi, du coup, Sabrina, concrètement, si moi j'ai fait passer des entretiens professionnels en 2025 à mes collaborateurs, les prochains seront en 2029. Tout à fait. C'est ça. Ok. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est tous les 4 ans. Donc, c'est plus souple, avec peut-être un tempérament qui concerne vos nouveaux embauchés. Donc, concrètement, tous les salariés que vous avez embauchés depuis le 26 octobre 2025, et précisément cela, d'accord, puisque c'est date d'entrée en vigueur de la loi qui prévaut. Donc, tous les nouveaux embauchés depuis le 26 octobre 2025, il faut pouvoir leur organiser un entretien de parcours professionnel dans les 12 mois qui suivent leur embauche. Donc ça, c'est le tempérament à l'assouplissement, puisque là, on est un petit peu plus exigeant que l'ancienne récurrence biennale, puisqu'il faut organiser cela dans les 12 mois, et encore une fois, quelle que soit la forme du contrat de travail. En pratique, concrètement, si vous embauchez évidemment des collaborateurs en CDD sur des durées inférieures à 12 mois, bon, vous pouvez donc, valable, en tout cas juridiquement, vous pourrez vous évitez de leur organiser un entretien de parcours professionnel. D'accord ? Et par ailleurs, les alternants, parce que tu disais que les alternants rentraient maintenant dans cette nouvelle directive, clairement… Alors, il y a quand même pas mal d'alternants qui sont sur des contrats de 2 ans, et il y a pas mal d'alternants qui enchaînent 2 contrats successifs auprès du même employeur. Et là, attention, il faut reprendre l'ancienneté. C'est comme des CDD qui s'enchaînent auprès du même employeur sur lesquels on reprend l'ancienneté. Donc, il faut faire attention, évidemment, quand il y a reprise des droits d'ancienneté. Okay. D'accord ? Puisque c'est bien, les 4 années s'apprécient au regard du temps de présence dans l'entreprise. Donc, ça veut bien dire qu'il faut reprendre l'ancienneté si les contrats se succèdent. Entretien de bilan, donc l'entretien de professionnels dit renforcé, qui avait lieu tous les 6 ans, au cours duquel, notamment, on vérifiait
que l'employeur avait bien respecté toutes ses obligations, notamment en matière de formation, et qui était susceptible de déclencher un abondement correctif au titre du CPF, eh bien, globalement, sur l'objectif et la finalité, le contenu de cet entretien, tout est maintenu à l'identique. La seule chose qui change, c'est la récurrence. On n'est plus sur 6 ans, mais on est sur 8 ans. Ce qui est logique, parce qu'en effet miroir, évidemment, comme on passe de 2 à 4 ans, eh bien, corrélativement, les entretiens de bilan passent de 6 à 8 ans. Me direz-vous, on aurait pu faire de 6 à 12 ans, mais non, c'est pas ce qui a été retenu tout de même par le législateur. Ça, je viens de me faire la réflexion d'ailleurs. Voilà. On a 2 questions très concrètes. Est-ce qu'on peut en profiter pour en parler là? Alors, il y a Sophie qui dit si, donc il y a un accord qui prévoit une périodicité de 3 ans. Donc, tu as bien expliqué qu'on avait un an jusqu'au 26 octobre pour renégocier l'accord. Du coup, jusqu'au 26 octobre, on applique l'histoire des 3 ans. Jusqu'au 1er octobre, précisément. Au 1er octobre. Donc, exactement. Donc, on continue à appliquer la récurrence des 3 ans. C'est ça? Ouais. Et à partir du 1er octobre, on en appliquera le nouvel accord négocié. Le cas échéant. Et s'il n'a pas été renégocié dans le délai, donc s'il est encore en cours de négociation, eh bien, tant pis, il faudra que l'entreprise applique la loi. Donc, à partir du 1er octobre prochain, ce sera de toute façon tous les 4 ans, et non pas tous les 3 ans. Parfait. Et j'ai une autre question. Donc, le temps justement de la négociation de ce nouvel accord, on comprend bien l'histoire du bascule aux 4 ans. En revanche, pour les nouveaux embauchés, qu'est-ce qui s'applique parce que automatiquement, c'est des choses qui n'étaient pas dans l'accord précédent puisque ça n'existait pas. Donc, jusqu'à la renégo, qu'est-ce qu'on fait des nouveaux embauchés? Eh bien, on applique les dispositions de l'accord. Donc, on organise des entretiens biennaux. OK. On ne favorise pas davantage le salarié, en fait. On est uniquement sur une récurrence biennale. Donc, y compris les nouveaux embauchés, c'est tous les 2 ans. C'est très clair. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu structurant. Alors, je vous laisserai apprécier d'ailleurs la question de savoir, ça peut être une question, ça aurait pu être une question. Est-ce que finalement, vous considérez que la nouvelle loi est plus favorable ou moins favorable aux entreprises sur l'organisation de ces entretiens? La réponse n'est pas évidente. Évidemment, sur la périodicité, on l'a vu, il y a un tempérament qui concerne les nouveaux embauchés, mais enfin, une fois qu'on a mis de côté les CDD contrats courts, ça ne doit pas concerner un volume très important de collaborateurs. Donc, au final, effectivement, l'allongement de la périodicité est quelque chose de plus souple et donc de beaucoup plus favorable pour les entreprises. Sur le contenu de l'entretien, je vous laisserai apprécier. Je vous ai reporté là l'objet de l'entretien de parcours professionnel. Évidemment, il est beaucoup plus précis, assez pertinent, mais évidemment, ça va être plus compliqué pour le manager de faire semblant. À l'appui d'une trame d'entretien pré-remplie déjà, toute faite, de mener à bien ces entretiens professionnels. Pourquoi? Parce que vous le voyez, les sujets sont quand même, il y a quand même des éléments de langage qui relèvent vraiment d'une politique RH, qui d'ailleurs, quand on lit ces items, on comprend bien que ça fait écho à la politique de GEPP, de GEPC, qui est mis en place, le cas échéant, dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça incite quand même beaucoup les employeurs à revoir un peu leur politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce qu'on le voit, l'entretien de parcours professionnel devient un outil au soutien de cette politique de GEPC. Pourquoi? Parce que l'objet de l'entretien, c'est aborder les compétences du salarié et qualifications mobilisées dans son emploi et leur évolution possible au regard des mécanismes de mutation qui sont à l'œuvre dans l'entreprise. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'est pas concernée à minima par la transition numérique et ou écologique. Deuxième item, situation et parcours du professionnel, du salarié au regard des évolutions des métiers, des perspectives d'emploi dans l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur une politique de GEPC classique, plutôt pensée court-moyen terme, à 3 à 5 ans. Des besoins de formation du salarié liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi, au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel, des souhaits d'évolution pro, et, dernier item qui préexistait déjà, des informations à transmettre aux collaborateurs sur sa possibilité de pouvoir activer son CPF, les mécanismes d'abondement de son compte dont il peut bénéficier le cas échéant auprès de son employeur, et ainsi également le fait qu'il bénéficie d'un droit au conseil en évolution professionnelle. Donc ça, ce dernier item, les 2 derniers items d'ailleurs, figuraient déjà dans l'objet de l'entretien professionnel. Ce qui est nouveau, c'est plutôt les 3 premiers qui insistent très lourdement sur la nécessité, à l'occasion de cet échange bilatéral là, avec le collaborateur, de faire un peu une GPEC très opérationnelle,
visée très opérationnelle pour voir un peu comment finalement le collaborateur se projette et comment il peut effectivement, avec l'appui de son manager, éventuellement évoluer effectivement dans son emploi et ou dans l'entreprise, compte tenu évidemment des évolutions structurelles qui sont à l'œuvre. Donc, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus étoffé, avec des masques, des formulaires d'entretien professionnel qu'il va falloir mettre à jour. Sur le contenu de l'entretien de bilan, donc qui est passé de 6 à 8 ans, on est sur le même contenu. Donc, je vous l'ai reproduit à l'identique, mais on est vraiment sur les mêmes obligations. Vérifier que le collaborateur a bien bénéficié de tous les entretiens de parcours auxquels il avait droit jusqu'à présent. Au moins une action de formation, obligatoire ou non obligatoire. Ça va avoir précisément un impact sur le mécanisme d'abondement correctif du CPF. Et il faut également vérifier qu'il a bien bénéficié ou pas d'éléments de certification, via la VAE notamment, et ou bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Je vous le rappelle, ces deux derniers items-là n'ont pas d'impact sur un quelconque déclenchement de l'abondement correctif du CPF, mais pour autant, il faut pouvoir le vérifier et l'aborder à l'occasion de l'entretien de bilan. L'objectif étant finalement de vérifier avec le collaborateur qu'il n'est pas resté statique dans son emploi. Après, si on coche aucune case et que finalement il est resté statique et qu'il ne s'est rien passé, si l'entreprise a pu lui proposer au moins une formation non obligatoire et tous les entretiens professionnels auxquels il avait droit sur la période, l'entreprise n'est pas redevable de l'abondement correctif du CPF. D'accord ? Puisque ce sont ces éléments-là précisément qui déclenchent l'abondement correctif. J'en profite pour vous rappeler ces règles, mais concrètement, sur ce sujet-là, il n'y a pas de nouveauté introduite par la loi du 24 octobre. On est sur le même, c'est juste un rappel. Alors, ce que vient nous préciser la loi, c'est sur les modalités de préparation de l'entretien et les modalités de déroulement, des choses un peu plus précises, assez intéressantes. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié va pouvoir éventuellement solliciter son conseil en évolution professionnelle pour préparer son entretien. Et l'employeur, lui, va pouvoir bénéficier de son OPCO, d'un service de proximité de son OPCO. Donc là, je pense que les opérateurs qui se reconnaîtront se mettent à l'œuvre pour développer une offre de service pour ces catégories d'entreprises-là. Pour les plus grandes entreprises, évidemment, rien n'est dit puisque, par principe, ça sort du champ des missions légales de l'OPCO. Donc ça, c'est intéressant. Sur les modalités de déroulement, la loi nous précise que les entretiens ont nécessairement lieu pendant le temps de travail et qu'ils doivent être organisés par le supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Ça, c'est intéressant. C'est une précision qui, évidemment, ne figurait absolument pas dans le Code du travail jusqu'à présent. Et concrètement, l'idée, c'est de, quelque part, implicitement, on exprime le fait que l'employeur ne peut plus externaliser l'organisation de ses entretiens en le confiant à une boîte de conseil. En parallèle, je lance justement le sondage. J'ai lancé un sondage pour savoir comment a été mené dans les entreprises justement les entretiens professionnels. J'ai lancé, mais personne ne s'en est rendu compte. Il y a eu une seule réponse, donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Et ça change quand même la donne parce que dans ce que tu évoques en fait, Sabrina, la difficulté, comme c'est quand même des entretiens qui sont très alignés avec des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Autant dire que les petites structures qui composent quand même le tissu économique de la France n'ont pas toutes mis en œuvre des politiques de gestion prévisionnelle des emplois. Donc, ça devient compliqué pour elles de pouvoir aussi mener à bien ces entretiens avec des questions peut-être des salariés qui vont pas avoir de réponse si les politiques en face sont pas alignées. Donc, c'est pour ça que peut-être que les OPCO aussi peuvent prendre le relais. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. C'est complètement dans cet esprit-là. Donc là, il y a un rôle déterminant à jouer par l'OPCO sur ce sujet-là, qui me semble tout à fait déterminant. Très bien. Et du coup, tu disais que par contre, le fait de mener l'entretien, on exclut les sociétés externes, chose qui pouvait être quand même appréciée par des petites structures qui n'avaient pas toujours la possibilité de mener à bien ces entretiens. Bon, parmi les répondants, donc majoritairement c'est le manager, mais 40% quand même par la RH sur les répondants. Donc là, peut-être qu'avec aussi l'espace-temps qui est assez un peu écarté, ça donne plus de possibilités à des fonctions RH de mener ces entretiens. Oui,
C'est certain. Après, ce serait intéressant de voir l'évolution en tendance des pratiques d'entreprise parce que l'espace-temps, effectivement, se détend. Les contenus des entretiens, ça se corse un peu. Donc, c'est vrai que ça plaide plutôt pour une reprise en main par la direction des ressources humaines, l'organisation de ces entretiens. Je suis pas sûre qu'un manager soit le plus à même et le plus confortable dans l'exercice quand même, hein. En tout cas, ça va nécessiter vraiment de le faire monter en compétence sur ces sujets-là en amont. Voilà, donc de la même façon qu'auparavant, remise d'un compte-rendu écrit obligatoire, hein, une copie doit être remise au collaborateur, ça c'est très important, quelle que soit d'ailleurs typologie d'entretien, tous les 4 ans, tous les 8 ans, vous allez le voir après, les entretiens très spécifiques qui sont dédiés aux seniors. La loi parle du fait de leur remettre un bilan à l'issue de l'entretien de mi-carrière. Quelque part, dans tous les cas, c'est bien un compte-rendu écrit qu'il faut pouvoir remettre aux collaborateurs. J'ai des questions, est-ce que je peux te les poser là sur justement l'organisation? Dans la liste, tu sais, dans le bilan, sur la liste des items obligatoires, de mémoire, dans l'ancien format, il y avait des choses qui étaient au choix dans le bilan. Oui. C'était ou par exemple la progression professionnelle ou l'augmentation. Mais du coup, quand on lit l'ensemble des items, on est sur les 3 items obligatoires. On est sur les 3 items qu'il faut pouvoir mesurer, vérifier, mais ces items-là n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que les cases soient cochées ou non, quelque part, ça n'a pas d'impact sur l'abondement correctif à devoir verser à la Caisse des dépôts. Oui, mais il faut que les cases à cocher figurent sur la trame. Sauf si l'entreprise est couverte par un accord collectif qui aurait éventuellement modifié le contenu de l'entretien de bilan, notamment en notant la vérification de ces critères. Parfait. Et il était précisé également dans l'ancien entretien professionnel, mais je pense que c'est la même chose pour le parcours professionnel, que les actions de formation ne devaient pas être des actions dites obligatoires. Oui, de la même façon, il faut vérifier tous les 8 ans que le collaborateur a bien bénéficié d'au moins une action de formation ou pas. Donc ça, c'est élément à cocher au même titre que la progression professionnelle ou salariale et les mesures de certification. Bon. Et après, de façon spécifique, il faut pouvoir vérifier que le collaborateur a bien bénéficié d'au moins une formation non obligatoire. Et là, si on ne coche pas la case, effectivement, ça déclenche le mécanisme de l'abondement correctif où effectivement l'employeur doit verser 3 000 € sur le compteur CPF de son collaborateur. Parfait. On est bon pour les questions, on peut passer à la suite. Merci Sabrina. Alors, la suite, c'est le sujet des transitions professionnelles, puisque cette loi du 24 octobre, que j'appelle rapidement senior, en réalité, elle est venue transposer plusieurs accords nationaux interprofessionnels, et notamment un accord qui était dédié sur la thématique des transitions professionnelles. Si j'ose dire, le parent pauvre de la dernière réforme de la formation de la loi de 2018, parce que finalement, on n'avait pas de dispositif de formation très pertinent et bien financé pour permettre d'accompagner ces logiques de transition professionnelle, puisque, souvenez-vous, depuis la loi de 2018, on a le PTP, le projet de transition professionnelle, qui est vraiment à l'initiative du collaborateur, mais qui est aujourd'hui, enfin, qui est juste depuis 2018 quand même mal doté financièrement, chaque année par France Compétences, de sorte que les associations interpro financent globalement peu, si j'ose dire, de projets de formation dans le cadre du PTP. Et par ailleurs, l'autre dispositif qui est davantage à l'initiative de l'employeur, qui s'appelle la Pro-A, pour tout un tas de raisons, on est sur un dispositif, là aussi, qui est très peu financé et qui fonctionne mal. Pourquoi ? Parce qu'il est volontairement, si j'ose dire, de façon assez assumée par les pouvoirs publics, très compliqué à mobiliser. Donc ça, c'est ce que vient changer la loi du 24 octobre dernier. Alors, sur le PTP, la loi change peu de choses. Elle vient juste introduire un mécanisme, une règle de formalisme, si j'ose dire, un peu plus précis, alors plus contraignant, mais surtout qui permet quand même de raccrocher les wagons, si j'ose dire, à la fin de la formation suivie par le collaborateur dans le cadre de son PTP. Là où je veux en venir, c'est que quand on part dans un projet PTP, en général, le collaborateur part pour longtemps. On est sur des formations certifiantes d'une durée relativement longue, en général. Et effectivement, au moment où il revient dans l'entreprise, potentiellement, son écosystème a peut-être évolué.
l'organisation du service n'est plus la même, son manager n'est peut-être plus le même. Et donc là, l'idée, c'est que désormais, l'employeur devra notifier au salarié la possibilité qu'il a de réintégrer son poste ou un poste équivalent, assorti évidemment d'une rémunération au moins équivalente. Donc ça, évidemment, ça va mieux en le disant. De toute façon, c'était une obligation légale. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, logique de GPEC qui se traduit concrètement par le fait pour l'entreprise de devoir formaliser ce courrier-là. Ça veut dire que pour l'entreprise, elle va avoir l'obligation de se poser 2 secondes et de réfléchir à ses collaborateurs qui vont revenir après leur formation et de se dire, est-ce qu'ils sont toujours bien là où ils étaient quand ils ont quitté le poste pour suivre leur formation diplômante d'une durée relativement longue. Voilà. Donc, il y a un mécanisme assez formel de courrier recommandé avec accusé de réception et le salarié dispose d'un délai d'1 mois pour répondre. Et à défaut de répondre dans le délai, eh bien, il est réputé accepter la réintégration dans l'entreprise à son poste initial. Mais là, on est typiquement sur un mécanisme, certes plus contraignant pour l'employeur, mais un peu dans une logique de GEPC, puisque l'idée, ça va être de permettre aux entreprises, à ce moment-là, potentiellement, de proposer aux collaborateurs d'évoluer sur son poste, justement. Très clair. L'autre dispositif qui est là tout à fait nouveau s'appelle la période de reconversion professionnelle. Elle est à l'initiative de l'entreprise et elle vient remplacer la PROA, qui disparaît à compter du 1er janvier prochain. Donc là, on est sur quelque chose de tout à fait inédit. Alors, ça remplace aussi Transco, mais Transco était une expérimentation, ce n'était pas à proprement parler un dispositif de formation prévu, ancré dans le Code du travail. Hein. C'était une expérimentation qui s'adossait jusqu'à présent justement, d'un point de vue juridique, au PTP, au projet de transition professionnelle, et au congé de mobilité. Bon. Donc, concrètement, ce nouveau dispositif va permettre aux collaborateurs de pouvoir bénéficier d'une mobilité professionnelle au travers d'une action de formation. L'action de formation ne sera pas nécessairement organisée en alternance, période de formation pratique et théorique. Il n'y a pas forcément de rythme alterné sur l'organisation de cette formation. En revanche, il faut que la formation soit certifiante, c'est-à-dire prépare l'obtention d'une certification enregistrée au répertoire ou d'un CQP. Donc, on est quand même sur une logique de changement de métier. D'accord ? La durée de l'action de formation, on le voit d'ailleurs, entre 150 et 450 heures, réparties sur une période d'1 an, sauf accord collectif qui modifierait ces périodes, notamment pour les augmenter. Voilà. Et ça, il faut être couvert par un accord collectif. L'OPCO aura vocation à financer les coûts pédagogiques de la formation, dans la limite évidemment de la durée légale, qui peut être portée donc à 2100 heures sur une période de 3 ans au maximum, si c'est prévu par un accord collectif d'entreprise ou de branche. Voilà, l'OPCO, bon, je vais y revenir, mais l'OPCO aura vocation à financer à la fois les coûts pédagogiques et, le cas échéant, les frais annexes et la rémunération du salarié, mais là, grosse réserve, ça suppose un accord collectif, et en plus, ces frais-là, frais annexes, c'est-à-dire frais d'hébergement, de restauration éventuelle et rémunération, ne seront pas financés sur la contribution légale, ils auront vocation à être financés sur les contributions supplémentaires, c'est-à-dire via une contribution conventionnelle qui serait le cas échéant prévu par accord de branche, ou via des versements volontaires. D'accord. Okay. Donc, un petit peu différent en termes de portée quand même. Donc, juste pour revenir sur la slide précédente, par rapport à ce qui existait avant sur la PROA, plus de liste négociée au niveau paritaire, plus de niveau d'entrée minimum et maximum, on est d'accord, les formations. Quand on parle d'une certification enregistrée au RNCP ou d'un CQP, est-ce qu'une certification partielle, j'entends donc la validation d'un bloc de compétences, fonctionne? Il faudrait que je vérifie. Tu me poses une colle, je crois que je l'avais. Moi, il me semble que c'était le cas, mais voilà, faudra peut-être vérifier ça. Ouais, parce que... Il me semble que oui, mais il faut que ce soit bien certifiant quand même. Et c'est vrai que mais le bloc, il est certifiant par nature quand il est au RNCP. Donc, c'est pour ça que je pense que ça doit être possible. Bon, en revanche, on a quand même le minimum de 150 heures qui est quand même conséquent. Exactement. Et de mémoire, dans la PROA, il y avait également le fait d'avoir un tuteur pendant la période d'alternance, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que là, on en parle encore de tuteur ou pas? Non, on n'en parle plus. Parce qu'on n'est pas sur un dispositif, entre guillemets, dit alterné. D'accord. Voilà. En revanche, la notion de mobilité, elle est obligatoire?
Ah bah, la notion de mobilité, elle est obligatoire, tout à fait, puisqu'elle elle est inhérente au dispositif. C'est ce qui caractérise le fait de recourir à ce dispositif-là. Et elle peut prendre deux modalités, deux versants. Soit on est sur une mobilité dite interne, soit on est sur une mobilité dite externe. Et vous allez voir, en fonction de la mobilité, le dispositif ne se décline pas du tout de la même façon et évidemment, il n'aura pas du tout la même portée. Mobilité interne, concrètement, donc il faut formaliser l'accord entre les parties. Évidemment, le contrat de travail est maintenu, maintien de la rémunération et concrètement, le salarié va bénéficier d'une formation certifiante dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. D'accord ? Donc, il va potentiellement partir se former dans un centre de formation pendant cette période-là. J'ai envie de vous dire, en termes de modalités de réalisation, rien d'incroyable, hein. C'est comme si le collaborateur suivait une formation certifiante dans le cadre du plan de développement de compétences de l'entreprise, concrètement. D'accord ? Et c'est dans le cadre de son contrat de travail. Et l'entreprise n'a plus besoin d'être couverte par un accord de branche prévoyant la liste des certifications éligibles et n'a pas davantage besoin d'être couvert par un quelconque accord d'entreprise pour que son OPO finance la formation, le coût des coûts pédagogiques. Période de reconversion externe, là, on est sur un autre registre. Pourquoi ? Parce que la période de reconversion externe ressemble pas mal au congé de mobilité. Pourquoi ? Je parle du congé de mobilité, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif-là. Concrètement, on est sur un mécanisme qui peut embarquer la rupture du contrat de travail à terme, en dehors de tout mécanisme de licenciement économique. Donc, le législateur a encadré et a protégé le collaborateur en introduisant des garanties dans la loi pour sécuriser le dispositif. Raison pour laquelle, en pratique, pour recourir à une période de reconversion externe, il faut que l'employeur soit couvert par un accord collectif de GEPP, MM, donc GEPC pour faire court, ou un accord collectif de RCC, rupture conventionnelle collective, comme l'est aujourd'hui le congé de mobilité. Hein. D'accord ? Donc, on est quand même déjà sur un premier niveau de garantie là, qui vise à protéger les collaborateurs. Il faut que ce soit prévu par un accord collectif négocié au niveau de l'entreprise ou du groupe pour pouvoir recourir à la mobilité externe. Alors, pourquoi c'est aussi précautionneux ? Parce que, vous allez le voir, on est quand même sur quelque chose qui embarque pas mal, qui a quand même des conséquences sur la vie du contrat de travail du collaborateur. Quand le collaborateur accepte sa reconversion à mobilité externe, eh bien, son contrat de travail va être suspendu et ça suppose d'identifier une entreprise d'accueil dans laquelle le collaborateur va exercer le métier pour lequel il vise la formation certifiante. Il prépare le diplôme auquel, évidemment, avec lequel qu'il vise à obtenir via la formation. Donc là, vous voyez, le mécanisme, il est quand même moins évident. Il faut avoir une entreprise d'accueil. Et dans le cadre de cette entreprise d'accueil, eh bien, le collaborateur va suivre en plus une formation qui, en principe, se veut alterner, parce que sinon, l'entreprise d'accueil n'a pas vraiment d'intérêt à accueillir le collaborateur. Donc, même si la loi ne le dit pas, j'avoue qu'en pratique, de mon point de vue, c'est forcément là sur des formations dites alternées, puisque le collaborateur va être notamment en partie en formation théorique dans une école, dans un organisme de formation, et en formation dite pratique sur site dans l'entreprise d'accueil. La forme du contrat de travail, ça peut être un CDD ou un CDI d'au moins 6 mois ou un CDI. Pendant ce temps-là, son contrat de travail est suspendu. Et alors, tout se joue au moment de la période d'essai. Si la période d'essai dans l'entreprise d'accueil est concluante, le contrat de travail avec l'employeur d'origine va être rompu au terme d'une rupture conventionnelle ou d'un commun accord. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même très engageant. Ça l'est un peu moins que le congé de mobilité, puisque dans le cadre du congé de mobilité, c'est dès lors que le salarié accepte le congé de mobilité que son contrat de travail potentiellement est rompu. Là, il y a la période d'essai qui laisse quand même une option aux parties pour potentiellement faire machine arrière. Donc, si la période d'essai n'est pas concluante, eh bien, le collaborateur va pouvoir réintégrer son entreprise d'origine, et s'il le refuse, eh bien, ça embarque là encore la rupture de son contrat de travail de façon sui generis, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le champ du licenciement économique. Donc, on va dire que c'est un nouveau dispositif. Alors, il faut être un peu affûté, de GPEC à tiède, qui va permettre potentiellement aux entreprises, effectivement, de se séparer de collaborateurs, concrètement. Je me mets du point de vue de l'entreprise. Hein.
Voilà. Donc, il faut que sur les périodes de reconversion externe, il faut que l'accord collectif ou la décision unilatérale, si j'ai pas d'accord, pour pouvoir mettre en œuvre la mobilité externe, prévoit un certain nombre de mentions obligatoires, notamment la question de la prise en charge de l'écart éventuel de rémunération entre la rémunération initiale perçue par le salarié dans son entreprise d'origine et la rémunération qu'il va donc percevoir dans l'entreprise d'accueil. Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion va pouvoir être augmentée le cas échéant, au-delà de 12 mois et sur une durée de formation supérieure à 450 heures, il faut le prévoir par accord. Voilà, modalité le montant des indemnités qui vont être versées aux salariés en cas de rupture de son contrat de travail, qui dans tous les cas ne pourront pas être évidemment inférieures à l'indemnité légale, et les conditions de mobilisation du CPF du collaborateur pour financer les frais pédagogiques dans une logique de co-investissement. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut donc dire que la loi autorise expressément aux parties de prévoir un mécanisme de co-investissement et donc de mobilisation du CPF en appui du montant qui va être financé par l'OPCO dans le cadre de la période de reconversion. Sur ce sujet-là, je ne sais pas si j'ai une slide juste après pour vous le dire, évidemment, les règles de financement doivent être précisées par un décret qui est censé être publié là d'ici la fin de l'année. Grosso modo, ce qui se dessine, c'est qu'on est sur une prise en charge de période de reconversion sur un coût médian de 5 000 € par parcours. Voilà. Et donc, évidemment, en fonction de la nature et du coût de la formation, il peut être intéressant quand même pour le salarié de venir mobiliser son CPF, d'ailleurs qu'évidemment, il en est d'accord. Sur ces logiques de reconversion externe, il paraît assez cohérent de se dire que le collaborateur accepte de mobiliser son CPF. En revanche, sur les projets de mobilité interne, le cofinancement par le CPF est possible, mais il va être limité, puisque la loi interdit une mobilisation du CPF supérieure à 50% des crédits d'euros qui sont inscrits sur le compte du collaborateur. Ça aussi, ça paraît assez logique, puisque dans le cas d'une mobilité interne, le collaborateur va rester dans l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est quand même de limiter, de l'autoriser, mais de limiter l'usage du CPF dans ce cadre-là. Parce qu'on considère que c'est davantage quand même de la responsabilité de l'entreprise que de cofinancer un éventuel dépassement du reste à charge si l'OPCO ne finance pas la totalité des coûts pédagogiques. Donc en clair, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé son CPF, on est plutôt sur un montant de 5 000 € sur le compte. Il pourra mobiliser. On est plutôt sur un montant, oui, tout à fait. 500 €. Oui, tout à fait. On ne pourra pas lui demander de mobiliser plus de 2 500 € sur un projet de mobilité interne. C'est ça. Tout à fait. Ok, très clair. Exactement. Voilà. Et donc, sur les règles de financement de l'OPCO, là, c'est un petit peu plus de la tuyauterie back-office, côté opérateur de compétences. Mais bon, ce qui est intéressant quand même, c'est que la loi, de façon un peu inédite, a détouré le financement des périodes de reconversion parce que désormais, ce dispositif-là, il a vocation à être sanctuarisé dans une section financière dédiée au sein de l'OPCO. Me direz-vous, pour 2026, ce qui est annoncé côté France Compétences, c'est un financement qui est relativement faible. Je crois qu'on est sur 68 millions d'euros. 68 millions d'euros, c'est ce que j'ai vu. De financement des périodes. Certes, ceci étant dit, ce que je trouve, moi, d'un point de vue technique très intéressant, c'est de l'avoir sanctuarisé dans une section financière dédiée, parce que ça veut donc dire qu'en fonction de l'évolution de nos politiques publiques, en 2027 ou en 2028, on pourrait tout à fait redéfinir une enveloppe d'un montant bien plus conséquent, et qui aura donc sa propre vie, si j'ose dire, et son propre usage dans une section financière dédiée. Voilà, et qui ne va pas se faire pomper, aspirer, de façon un peu caricaturale, par les autres dispositifs d'alternance, et notamment, évidemment, l'apprentissage, ce qui était le cas aujourd'hui de la PROA, qui était financée dans le cadre de la même section financière par chaque OPCO que l'apprentissrapprentsage. Voilà. En clair, donc c'est sur ces enveloppes de 68 millions, chacun des 11 OPCO va avoir une enveloppe qui va lui être confiée. Bon, j'imagine par rapport à des critères de taille d'entreprise, de volume d'entreprise ou de salariés à former, etc. Mais il va falloir que chaque OPCO négocie en interne avec ses paritaires la manière d'utiliser cette enveloppe. Oui, grosso modo, c'est ça. En fait, c'est les branches professionnelles, d'ailleurs, un peu à l'instar d'apprentissage, qui vont définir des niveaux de prise en charge avec des publics prioritaires, des formations prioritaires, à charge pour chaque branche d'être raisonnable dans la façon de définir ces règles de prise en charge, puisqu'il faut, in fine, au bout du bout, arriver globalement à un coût moyen
de 5 000 euros, il faudra nécessairement prioriser en fonction des publics, des métiers en tension et des secteurs professionnels, puisqu'encore une fois, le puits n'est pas sans fond. L'enveloppe globale affectée pour 2026, si c'est 68 millions d'euros, point barre, vous répartissez ça sur l'ensemble des 11 OPCO et on divise ça par 5 000 et on a un chiffre réel en face. Je crois que c'est 1500 parcours par OPCO. Donc, on voit, bon, alors évidemment, il y a des OPCO dans lesquels ça fera moins sens que dans d'autres. Mais enfin, voilà, c'est globalement, il y a aussi un sujet de arithmétique qui suppose qu'il y ait des priorités en termes de public et de secteur d'activité qui soient définis au niveau des OPCO. Donc, à tous nos auditeurs, on les invite à se rapprocher de leur OPCO en début d'année pour connaître les conditions de mobilisation de ce nouveau dispositif. Eux-mêmes attendent, avec impatience, je ne sais pas, mais en tout cas, eux-mêmes attendent évidemment la publication des 2 décrets. Oui, qui permettront. Il y a un décret simple et un décret en Conseil d'État sur les règles de financement de ces nouveaux dispositifs-là. D'accord. Voilà. Pour l'usager final, j'ai envie de dire quand même, l'entreprise surtout, retenez quand même que, bon, pas forcément, c'est pas l'Eldorado en termes de financement sur 2026, mais c'est quand même un dispositif beaucoup plus simple à mobiliser qui va être désormais mobilisable pour toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas couvertes par un accord de branche, ce qui n'était pas le cas de la PROA aujourd'hui, et qui a 2 versants, interne, externe, que je trouve quand même bien intéressant. Donc, on est sur quelque chose qui est quand même de toute façon plus favorable pour les entreprises. Après, à voir effectivement sur 2026 quel va être le volume exact des périodes qui auront pu être financées. Alors, j'ai quelques questions que je te repose rapidement. Sur la première partie, au niveau du PTP, tu as bien indiqué qu'il fallait faire un courrier recommandé aux personnes qui partaient en PTP. Que fait-on des collaborateurs qui sont actuellement en PTP et qui vont revenir, on va dire, en début d'année? Est-ce qu'ils sont concernés par ce courrier-là? Oui. D'accord. Ok. Donc ça, c'est important parce que cette notification, comme elle devient obligatoire, il faut vraiment se mettre en ordre de marche assez rapidement. Une personne, Caroline me demandait pourquoi c'est à l'initiative de l'entreprise, parce que à l'initiative du collaborateur, il y a d'autres dispositifs qui existent pour les mobilités et qui sont bien sûr de mobiliser transition professionnelle sur des projets de mobilité externe à l'initiative du salarié. Tout à fait. Après, rien n'empêche un salarié de lever le doigt sur notamment une mobilité interne via une période de reconversion. Et en reconversion externe, le salarié peut-il choisir de rester dans l'entreprise? Moi, j'ai compris que non, puisque au moment de la période d'essai, si elle est validée, de fait, le contrat est rompu. On est d'accord. Exactement. Voilà. J'ai une petite question de Sophie, retour arrière sur les entretiens pro. Elle demandait si elle avait souvenir que c'était pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour moi, ça, c'est obligatoire maintenant sur toutes les… En fait, ça n'a pas changé. Avant, après, c'est la même règle qui s'applique. Ce qui n'est pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui n'est pas obligatoire. Non, je reformule. Ce qu'on a exposé est obligatoire pour tout le monde. Moins de 50, plus de 50. C'est obligatoire pour tout le monde. Ce qui change, c'est en revanche l'abondement correctif des 3 000 euros qui n'est pas applicable aux entreprises de moins de 50 salariés. Mais concrètement, une boîte de 49 salariés, et même une boîte de 30 salariés, qui n'organise aucun entretien professionnel, désormais parcours professionnel pour ses collaborateurs, elle a quand même un risque sous-jacent en cas de contentieux individuel, qu'un collaborateur vienne lui plaider, la perte de chance d'avoir pu effectivement bénéficier de mesures d'évolution professionnelle, mesurer, discuter, notamment au cours de ces fameux entretiens dont il n'a jamais pu bénéficier dans l'entreprise. Et là, je peux vous dire qu'à tous les coups, l'entreprise sera condamnée à devoir verser aux salariés non pas un abondement correctif, mais des dommages et intérêts qui pourraient, par exemple, être de 3 000 euros. Par exemple. Voilà. Bon, il reste un petit quart d'heure, donc on va essayer d'accélérer. J'ouvre des votes sur la partie senior et je te laisse avancer. Alors, sur les seniors, 2 spécificités, des entretiens à caractère spécifique, on va le voir dans un instant, et avant cela, une nouvelle obligation. Je suis pas en train de vous dire que c'est le retour des accords de génération pour ceux qui s'en souviennent, mais on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à une partie des anciens accords de génération, puisque on a désormais une obligation de négocier de façon spécifique sur le sujet de l'emploi et du travail des salariés expérimentés. D'ailleurs, maintenant, on parle de salariés expérimentés et non plus de seniors. Bon, on prend bien. De façon spécifique, quel que soit le niveau de négociation. Donc, entreprise,
groupe, branche, sachant que pour les entreprises, ne sont concernées par cette obligation nouvelle de négocier que les entreprises d'au moins 300 salariés qui sont dotées d'une section syndicale, d'une organisation syndicale représentative. D'accord ? D'au moins une section syndicale. Et auquel cas, effectivement, elles sont concernées par cette obligation de négocier. Et par effet miroir, de la même façon, des entreprises qui appartiennent à un groupe d'entreprises d'au moins 300 salariés sont bien soumises à la même obligation. La périodicité de cette nouvelle catégorie de négociation obligatoire est de 3 ans, sauf si l'entreprise est couverte par un accord collectif de méthode qui proroge d'une année supplémentaire pour porter à 4 ans la périodicité de négociation de ce type d'accord. Ce mécanisme-là, 3 versus 4 ans, n'est pas du tout nouveau. Il s'applique déjà à un certain nombre d'autres typologies d'accords, notamment les accords de GEPPMM. Voilà. Donc, une négociation obligatoire dédiée, c'est bien une obligation de négocier, non pas de conclure, toujours, principe intrinsèque du droit du travail. Et que vous dire d'autre ? Et voilà. Et donc, c'est une thématique dédiée. Auparavant, je vous le rappelle, l'item de négociation sur les seniors faisait partie d'un des items de négociation de l'accord de GEPPMM, justement. D'accord ? Et donc, on l'a extrait de l'accord de GEPPMM pour en faire un item dédié. Le contenu obligatoire de l'accord, je vous l'ai recensé là à l'écran. Donc, c'est vraiment tout le sujet qui concerne des seniors, les modalités de recrutement, maintien dans l'emploi, les aménagements de fin de carrière et le sujet, la transmission de leur savoir et de leurs compétences. Donc, on est globalement sur le pendant senior, sur tous les items qui préfiguraient à l'époque dans les accords de génération. On a quelques dispositions à caractère supplétif, c'est-à-dire que le contenu est facultatif, donc c'est une obligation de négocier sur les items de façon obligatoire. En revanche, les autres items que vous avez sur la partie inférieure de la slide relèvent d'une négo dite facultative, donc pas l'obligation d'aborder les sujets, mais enfin, malgré tout, c'est quand même intéressant de les aborder. Là, on est davantage sur un sujet de GEPC appliqué aux collaborateurs expérimentés. Voilà. Donc, je vous les ai reproduits là de façon in extenso. Je vous ai repris très exactement les items et vous avez les références qui figurent à l'écran sur les articles du Code du travail que vous pouvez évidemment les consulter, notamment sur les JFrance, c'est ce qu'il y a de plus simple. De façon préalable à la négociation, l'entreprise, enfin les négociateurs, on va dire, entreprises ou branches, ont l'obligation d'établir un diagnostic. Un peu à l'instar de la négo d'un accord de GPEC, mais on n'a pas trop de précision sur la méthodologie pour faire ce diagnostic-là. Voilà. Et la branche peut définir un plan d'action type pour les plus petites entreprises, moins de 300 salariés, qui souhaitent mettre en place de façon donc volontaire, puisque pour elles, c'est pas une obligation, un plan d'action en faveur des seniors. Voilà. Pour les plus grandes entreprises, donc celles qui sont concernées par l'obligation de négocier, ce n'est qu'à défaut d'accord, donc elles ont bien l'obligation d'ouvrir la négo, avoir un PV de constat de carence, et bien à ce moment-là, l'entreprise peut mettre en place le plan d'action par décision unilatérale, à l'appui du plan d'action type éventuellement défini au niveau de sa branche, après avis du CSE et après en avoir informé les salariés. Alors, je fais juste une petite aparté sur le point du diagnostic avant la négociation. Le groupe Igencia Éducation, depuis le 16 octobre, a adhéré à une association qui s'appelle Senior Force Plus. Je vous invite à aller regarder cette association-là, qui propose gratuitement un diagnostic en fait qui s'appelle le Senior Score et qui permet du coup au DRH d'évaluer leur politique senior déjà en place, puisque souvent dans les entreprises, il y a quand même des initiatives qui ont été prises, même s'il n'y a pas encore d'accord senior négocié ou finalisé. Et donc, ça permet vraiment de mettre en lumière sur 8 dimensions comment l'entreprise se positionne à date. C'est une photo, en fait, sur la politique en cours de l'entreprise sur la population des expérimentés, puisque je vais reprendre les termes de la loi. Sabrina, tu as bien fait de le rappeler. On va plus parler de seniors puisque c'est discriminant. Voilà. Et le sondage a donné le résultat qu'en effet très peu d'entreprises ont démarré des accords, ont déjà négocié des accords. On est d'accord. Enfin voilà, ça faisait partie, comme tu dis, de la GEPP. En revanche, on entend bien qu'il va falloir repasser sur la table des négociations au niveau des entreprises de plus de 300 salariés. Exactement. Et alors, pour tout vous dire, l'obligation n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que le PLFSS, donc loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui vient d'être adopté par le Parlement avant-hier, ou hier je crois, je ne dis pas de bêtises, donc qui est entré en vigueur,
Finalement, il y a un amendement qui avait été réintroduit, bon bref, qui a été voté, donc qui est confirmé. Donc c'est presque un scoop ce que je vous dis là, mais ayez bien en tête que désormais les entreprises qui ne respecteraient pas leur obligation de négocier, pour celles qui sont concernées, plus de 300, eh bien, seront soumises à une sanction financière, une pénalité financière spécifique, puisqu'il y a un malus qui a été introduit, un malus sur les cotisations sociales, qui est prévu dans la loi de financement pour la sécurité sociale 2026. Voilà, donc attention quand même à bien regarder si vous êtes concerné ou pas par cette obligation de négocier un accord senior. Les entretiens de parcours, de façon spécifique, on a 2 rendez-vous particuliers pour les expérimentés. Un premier rendez-vous que j'intitule, pour faire court, entretien de mi-carrière, et puis le deuxième, c'est plus simple, je vais intituler entretien de fin de carrière. C'est pas dit comme ça dans la loi, mais ça me paraît plus pragmatique. Donc, l'entretien de mi-carrière, c'est globalement un entretien de parcours professionnel qu'il faut pouvoir proposer aux collaborateurs dans un délai de 2 mois à compter de la visite médicale de mi-carrière, qui a lieu dans les 2 années qui précèdent le 45e anniversaire. Ou durant l'année civile du 45e anniversaire du salarié. Et là, de façon spécifique, outre tous les items qu'on a déjà abordés, qui sont propres à l'entretien de parcours professionnel, il faut en plus aborder les 5 rubriques que vous avez là à l'écran. Adaptation, aménagement des missions du poste de travail, prévention des situations d'usure professionnelle, besoin en formation, ça c'est de façon cohérente et ça reboucle avec de toute façon le contenu de l'entretien classique, des mesures éventuellement proposées par le médecin du travail et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion. Là aussi, on est sur un item qui reboucle avec le contenu de l'entretien classique. Tout ça pour vous dire que finalement, il y a quand même quelques petits items un peu spécifiques qui sont censés faire le lien, la connexion avec, évidemment, l'issue de la visite médicale. Alors. Ça s'applique à partir de quand, du coup? Parce que la question se pose sur ceux qui ont passé les 45 ans et on n'aurait pas fait ce bilan de mi-parcours. Ah ben, ça s'applique dès à présent. Donc, c'est pour tous les collaborateurs qui sont concernés par la périodicité, qui sont éligibles désormais à l'organisation de ces entretiens-là. Donc, j'ai 47 ans, je ne l'ai pas eu. Je dois le mettre en place pour mon collaborateur? Oui. D'accord. Alors, j'ai 47 ans, je ne l'ai pas eu. En fait, je suis plus concernée par l'obligation. Ah. Parce que je suis donc, sortie. C'est l'année de tes 45 ans, alors? Oui, exactement. D'accord. C'est plutôt j'ai 42 ans, j'ai 43 ans. Est-ce que je suis concernée? La réponse est oui. Et j'ai 2 ans pour pouvoir en bénéficier. C'est plutôt ça. Et en revanche, si j'ai 47 ans, c'est la slide d'après, c'est l'entretien de fin de carrière. Donc là, on a un tout petit peu le temps aussi, mais effectivement, il faut organiser un entretien de fin de carrière au cours des 2 années qui précèdent le 60e anniversaire. Donc, je me rapproche de mes 58 ans. Et là, effectivement, l'entretien va porter sur les conditions de maintien dans l'emploi et surtout sur les possibilités d'aménagement de fin de carrière, passage à temps partiel, retraite progressive. Donc ça, on est sur des dispositifs très spécifiques RH. Vous pensez bien qu'on est quand même sur des natures d'entretien qui ont plutôt vocation à être menées par la RH et pas par le manager. Enfin, sauf s'il est hyper affûté sur ces dispositifs-là, mais on est quand même sur des sujets d'expertise plus, me semble-t-il. Hein. Voilà, donc là, évidemment, il y a un peu d'adaptation à prévoir. Donc, si je devais vous reposer la question, est-ce que ça vous paraît plus souple ou moins souple que le régime antérieur, c'est pas simple de répondre à cette question-là. Parce que finalement, la question, c'est pas tant de savoir si c'est plus ou moins souple. Moi, il me semble, mais bon, j'ai un regard un peu de technicienne, que la loi est plus adéquate parce qu'elle va plus finement dans les dispositifs et elle colle davantage à la réalité, elle est plus adaptée. Elle n'est pas forcément plus simple et moins contraignante pour les entreprises, mais quelque part, elle joue le jeu de la responsabilité sociale des boîtes, quoi. Donc, pour les boîtes qui jouent le jeu, je trouve que le dispositif est quelque part plus adapté. Mais il faut jouer le jeu. Ça, c'est certain. Et il nous reste 5 minutes pour terminer sur le CPF. Le CPF, le sujet, c'est juste de vous redonner un peu un overview de ce que je vous disais en guise d'introduction, à savoir le CPF est arrivé à un niveau de maturité sur le terrain des logiques de co-investissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu plusieurs textes réglementaires, notamment celui que vous avez à l'écran du 14 avril dernier, qui permet d'encourager les mécanismes d'abondement. Pourquoi? Parce que ce décret du 14 avril permet aux financeurs et notamment aux employeurs de pouvoir flécher leurs abondements sur les formations de leur choix,
fixer un délai au-delà duquel, si le collaborateur n'a pas utilisé son CPF pour cette formation choisie par l'entreprise, eh bien, la Caisse des dépôts remboursera l'entreprise du montant de l'abondement effectué, avec un mécanisme donc de remboursement qui est désormais prévu par la loi. Donc, on est sur des choses qui sont facultatives, il n'y a rien d'obligatoire, mais qui visent à inciter et à encourager les entreprises à effectivement définir une politique d'abondement dans des conditions qui sont pertinentes et qui sont davantage sécurisées pour elles, avec l'assurance que leurs fonds vont être effectivement utilisés par le collaborateur pour la formation de leur choix. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce décret d'avril dernier vient d'être complété par un deuxième décret du 3 décembre dernier qui vient modifier l'ordre d'utilisation des fonds quand on est dans des logiques de cofinancement dans le cadre du CPF. Et dans ce cadre-là, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, auparavant, ce que nous disait la loi, c'est que les premiers sous qui étaient utilisés par la Caisse des dépôts quand il y avait un projet de formation CPF, c'était le crédit d'euro annuel. Et après, seulement après, la Caisse des dépôts utilisait, le cas échéant, les mécanismes d'abondement. De telle sorte que les entreprises n'étaient pas toujours certaines que les fonds qu'elles versaient au CPF de leurs collaborateurs allaient être utilisés pour la formation de leur choix, sur lesquels elles avaient priorisé leurs abondements. Donc désormais, on a un mécanisme différent où les premiers crédits qui vont être mobilisés, ce sont les sommes versées par les entreprises dans le cadre de leur politique d'abondement. Donc les abondements dits généraux, donc ce qu'on appelle les abondements en droit complémentaire. C'est également les abondements correctifs, quand l'entreprise a dû verser 3 000 € au titre de l'abondement correctif du CPF. Donc c'est ces typologies d'abondements-là qui vont être utilisées en premier lieu. Donc une entreprise, dans le cadre de sa politique globale, par accord collectif ou par décision unilatérale d'ailleurs, décide que en 2026, elle financera le CPF de ses collaborateurs expérimentés uniquement à hauteur de 2 000 € pour toutes les formations qui permettent de se reconvertir sur tel ou tel segment ou d'acquérir une compétence transversale je dis n'importe quoi, dans l'utilisation de l'IA. Voilà, une formation qui est certifiée par une certification qui est inscrite au répertoire spécifique et qui serait donc éligible au CPF. Voilà. Et donc, l'entreprise qui dit, voilà, moi, je vais verser 2 000 € à tous mes collaborateurs seniors pour ces types de formations-là, eh bien, la Caisse des dépôts, désormais, utilisera en priorité les 2 000 € de l'entreprise avant de décrémenter les crédits d'euros CPF du collaborateur. Donc, il y a une forme de mobilisation en priorité de ces abondements supplémentaires. Et après, en dernier lieu, viennent les abondements ciblés, c'est-à-dire on parle d'abondements complémentaires. Ça, c'est en clair, si après avoir mobilisé les 2 000 € de l'entreprise dans mon exemple, puis le crédit d'euros CPF du collaborateur, il se trouve que, parce que la formation coûte 7 500 € et qu'il n'avait pas suffisamment de crédit d'euros, il manque encore 500 €. Dans ce cas-là, on est dans un cas d'abondement complémentaire. Et là, évidemment, il faudra verser en plus un 500 € qui manque. Et c'est dans ce cas, évidemment, que la Caisse des dépôts viendra demander le financement complémentaire qui manque. Voilà. Très clair. Parfait. Je crois que on a terminé. c'est pas mal. Une petite slide pour clôturer. Donc pour faire le lien avec ce que vous a présenté Sabrina et ce que nous chez Egencia Pro Academy nous proposons. Comme nous avons des titres au sein du groupe, bien sûr, tous ces titres sont mobilisables en bloc, ce qui permet de mobiliser son CPF puisque les blocs de compétences sont systématiquement moins chers qu'un titre complet. Et clairement, ça permet de développer et d'upskiller, on va dire, ces compétences. Nous avons développé une offre soit pour travailler à la transmission avec une formation consultant formateur de niveau 6 qui permet à des personnes de développer leurs compétences pédagogiques et d'ingénierie pédagogique, et également un module en intrapreneuriat qui permet plutôt que de faire appel à des managers de transition, de miser sur ces collaborateurs expérimentés et d'en faire des collaborateurs qui vont accompagner la transformation de l'entreprise de l'intérieur parce que ils ont cette connaissance, cette culture de l'entreprise et donc ça va être beaucoup plus rapide pour intégrer les éléments de langage de l'entreprise. 2 offres de management également éligibles au CPF, leadership au féminin et care management. Et je vous ai mis les liens du site web ainsi que le LinkedIn puisqu'on a changé du coup de nom.
de marque. On est devenu Gencia Pro Academy depuis le 4 novembre. Avant, on était groupe IGS Formation Continue. Et sur le LinkedIn, ça n'a pas suivi. Donc, pour pouvoir avoir les actus de ce que l'on propose, je vous invite à scanner le QR code et à vous abonner à notre LinkedIn. Il y avait quand même quelques questions. Je ne sais pas si on a encore du temps, mais ça nous permettrait de rapidement répondre sur les conditions d'ancienneté pour les entretiens de mi-carrière et fin de carrière. Pour moi, il n'y en a pas pour les seniors. Du moment où on est dans l'entreprise, on a accès à ces entretiens. Tu confirmes? Oui, j'aurais tendance à bien confirmer ça. Mais j'avoue que j'ai pas fait l'analyse de ça, mais Je j'aurais n'ai pas vu tendance à ces éléments, confirmer. moi, sur la loi, sur le décret que je… Oui, oui, tout à fait. Et enfin, pour les entretiens de fin et mi-carrière qu'on évoquait sur les seniors, s'il y a un accord collectif sur les entretiens pro, qu'est-ce qui se met en route ou pas par rapport à la renégo de l'accord entretien pro? Alors, j'aurais tendance à considérer que de la même façon, comme ce sont des entretiens qui sont la déclinaison des entretiens de parcours professionnel, vous bénéficiez de la période transitoire jusqu'au 1er octobre 2026. Pour tout le monde, ce webinaire, il est revisionnable puisque de toute façon, pendant plusieurs mois, il est enregistré sur la plateforme de Webikeo. Donc, pour ceux qui auraient loupé les premières minutes passionnantes de ce qu'a présenté Sabrina, je vous invite à le revisionner. Il est disponible pour tous et donc le support, bien sûr, est également sur le revisionnage et permet aux personnes qui souhaitent aller plus loin, comme l'a proposé Sabrina, de bien noter les articles de loi pour pouvoir aller sur Légifrance, fouiller davantage tout ce que l'on a partagé ce matin. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina, pour ton éclairage sur cette loi qui, comme tu l'as dit, change quand même pas mal la donne pour les entreprises. En tout cas, il faut s'y préparer pour 2026. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et puis vous allez sûrement recevoir un petit sondage pour nous faire part de votre satisfaction sur ce webinaire. À très bientôt. Au revoir.